Bonjour à tous, vous m'entendez? Non, très bien, oui. Donc Pauline Doliger, IFCE, donc nous allons passer à un sujet terre à terre par rapport au sujet qu'on a présenté précédemment. Donc nous allons parler de conduite d'exploitation. Donc j'ai fait venir un témoignage qui est donc Thomas de Cornière, hein, qui fait partie de nos exploitations pilotes que nous utilisons donc dans le programme Équipature. Donc le programme Équipature, il a deux objectifs principaux. Il vise à mieux valoriser l'herbe et les fourrages en réduisant la complémentation dans l'alimentation des chevaux et pratiquer une gestion raisonnée de la vermifugation. Donc tout ça dans un troisième objectif, bon, ce n'est pas un troisième, c'est dans le même, c'est-à-dire optimiser les coûts de production. Donc pour cela, on utilise 12 exploitations pilotes dans 3 régions. Donc nous avons 2 représentants ici sur les 4 exploitations de Normandie, donc nous sommes fiers. Ils sont donc 4 exploitations en région Limousin et 4 exploitations en région Centre. Ce sont tout type d'exploitation. L'objectif, ce n'est pas de faire une moyenne des pratiques, mais plutôt d'avoir des cas types avec des objectifs différents. Donc on a des structures qui font de l'instruction, des centres équestres, des éleveurs de pur sang, des éleveurs de sport, des écuries de pension. Donc voilà, toute une catégorie L'objectif, c'est de représenter en fait des utilisateurs de surface herbagère dans la filière équine. Donc ces exploitations, elles sont suivies par des conseillers équins du réseau référence, donc des conseillers de chambre d'agriculture. Donc le partenariat est triple. Donc des conseillers de chambre d'agriculture qui vont plutôt faire du conseil sur la partie gestion des pâtures. Notre service d'ingénierie, des ingénieurs de développement de l'IFCE qui vont faire plutôt des conseils sur la conduite des animaux et sur les aspects économiques. Et puis donc le troisième partenaire sont les conseils des chevaux des 3 régions sur lesquels on est appuyé sur la diffusion des informations. Donc l'objectif, c'est de faire un suivi de ces exploitations sur 2 années, donc 2016-2017. Donc là, on est au milieu de parcours. Donc nous faisons un suivi des animaux, un suivi sur l'état corporel, un suivi de l'alimentation, de la conduite des pâtures, avec des analyses de fourrage et de sol, et donc une aide sur le conseil à réaliser donc sur la conduite des pâtures et des animaux. Sur les animaux aussi, nous pratiquons donc des coproscopies. Donc on a établi un programme un peu spécifique pour ces 12 exploitations où on réalise des coproscopies et on va proposer donc une vermifugation ciblée, individualisée en fonction des résultats de coproscopie des animaux suivis dans chaque exploitation. Donc l'objectif du programme, on ne fait pas d'expérimentation, on est bien sur un programme de développement. L'objectif, c'est de diffuser de l'information technique, diffuser aussi de l'information technico-économique. Donc pour l'instant, sur la première année, on a cumulé de l'information. Donc aujourd'hui, on est capable de diffuser de l'information technique. Vous attendrez aussi un peu, pareil, la journée du 28 mars, la journée référence, où vous aurez les premières données technico-économiques. Donc nous diffusons de l'information à travers des newsletters. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai l'adresse en fin de diapo. Donc à travers des fiches techniques, des fiches économiques, des témoignages et des résultats. Et là, aujourd'hui, l'objet du propos est donc de présenter le petit guide à l'herbe que vous avez normalement tous dans vos mains et pour lequel je vais m'attarder un petit peu en vous présentant quelques thématiques. Et puis donc, Thomas de Cornière va nous présenter 2 spécificités que je trouvais intéressantes à développer
par rapport à la conduite de l'exploitation, que sont l'utilisation de l'enrubanné dans l'alimentation et puis la pratique de compostage du fumier pour le valoriser sur l'exploitation. Nous organisons donc des portes ouvertes, qui est donc une des grosses animations. Donc vous avez normalement une petite fiche dans votre programme qui vous présente les 3 portes ouvertes que nous organisons, donc une dans chaque région, dont une, effectivement, donc la normande sera chez Thomas de Cornières. Et puis l'idée aussi est de mettre en place des outils de pilotage, donc de vulgariser des outils de pilotage de la prairie, de la conduite des animaux. Il y a beaucoup d'outils qui existent dans le milieu agricole dans le conseil bovin et autres herbivores. Il en existe peu. On sait que les éleveurs équins ne sont pas tous issus du milieu agricole. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Donc l'objectif, effectivement, la gestion de l'herbe, c'est technique. Et donc l'idée, c'est effectivement d'apporter de la connaissance pour mieux gérer les animaux sur des surfaces herbagères. Donc là, donc le petit guide que vous avez dans les mains propose, donc ce sont 10 bonnes pratiques. Elles ne sont pas exhaustives, on n'a pas tout mis. On a choisi un certain nombre de thématiques. Donc là, il y en a 10, 5 liées à la conduite des animaux et 5 liées à la conduite des pâtures. Et là, aujourd'hui, je vous présenterai celle liée au comportement du cheval à l'herbe en général, à l'estimation de l'état corporel, à l'alimentation de la poulinière à l'herbe et comment raisonner la vermifugation. Et la 6e sur la conduite des pâtures, sur les aspects pâturés au bon stade de végétation, sachant que vous avez les autres qui sont en double page présentés dans le guide pratique. Donc la première, gérer le pâturage hétérogène. Donc on sait que le cheval préfère pâturer l'herbe jeune à haute valeur nutritive. Donc il va entretenir des couverts ras et il va délaisser des zones épiées qu'on appelle refus. Donc ce couvert végétal devient alors hétérogène, vous le savez tous, hein, avec des zones surpâturées et des zones non consommées où vont s'installer en fait des mauvaises herbes. Et au fur et à mesure, la prairie se dégrade avec une productivité moindre et un appauvrissement de la flore. Donc, entretenir la prairie pour maintenir sa productivité, donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut pratiquer le pâturage tournant sans surpâturage. On peut alterner la fauche et le pâturage. On peut pratiquer le pâturage mixte avec des bovins, c'est ce que pratique Thomas. On peut aussi broyer ou faucher les refus, ce qui est moins intéressant économiquement, puisqu'il faut intervenir avec des machines. Donc vous avez, donc là je parle en général et après vous avez dans le petit guide on vient un petit peu plus dans le détail. Donc un deuxième aspect, c'est l'estimer l'état corporel. Alors pourquoi ? Pour ajuster les apports alimentaires, que ce soit une ration ou une offre en herbe, en fonction des besoins. À l'herbe, effectivement, c'est compliqué de suivre le cheval en dehors, effectivement, de pouvoir estimer un état corporel. Alors, quand est-ce qu'on conseille de le faire ? C'est en fin de saison, en milieu de saison de pâturage et avant l'hiver. Donc là, vous avez des exemples de plusieurs notes. Donc, la note, elle s'établit entre donc, la note utilisée ici et la référence française qui note les animaux de 0 à 5. Je ne vous ai pas mis l'état 0, mais vous l'avez dans le document, qui est l'état cadavérique presque mort, normalement. Et puis, vous avez la note de 5 du cheval obèse. Donc, comment on réalise donc, c'est pas du tout novateur, mais on se rend compte que finalement, il n'y a pas grand monde qui estime cette note et qu'on a tendance à vouloir penser que le cheval, dans son état de bien-être et de santé, va être plutôt sur une note de
4, voire 5, alors qu'effectivement, au niveau santé, ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça qu'on remet en avant cette estimation. Donc on va l'estimer, ce n'est pas uniquement une observation à partir d'une photo, donc c'est une palpation, donc ça tout le monde peut le faire, tout éleveur peut le faire. Donc on va palper la masse adipeuse principalement sur 3 sites, donc l'encolure, l'arrière de l'épaule et puis les côtes. Et on peut rajouter d'autres sites comme le garrot, la croupe, la tâche de queue, ce qui nous permet d'estimer, de faire une moyenne, alors qui n'est pas une moyenne arithmétique. Donc là, on a développé un petit outil qui s'appelle un outil de simulation qui est disponible sur notre site et qui permet donc d'évaluer en notant chaque critère et d'avoir une note globale à la fin. Donc c'est un outil de simulation qui est disponible gratuitement sur notre site. Alors une autre thématique, c'est alimenter l'herbe pour les chevaux à fort besoin. Donc le principe, c'est qu'au printemps, l'herbe suffit pour nourrir la poulinière. Donc on a tendance à surnourrir. Et des travaux expérimentaux réalisés à la station de Chambéret sur plusieurs années ont permis de montrer que finalement, une jument nourrie à l'herbe n'avait pas besoin de complémentation énergétique et protéinique. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une comparaison d'un lot nourri avec de l'orge et un lot nourri exclusivement à l'herbe. Et ensuite, on a regardé finalement la croissance des poulains à la naissance et ensuite sur 2 ans. Donc on a montré que, premièrement, il n'y avait pas de différence de poids à la naissance ni de croissance des poulains. Et aussi, on a montré qu'il y avait moins de prédisposition à l'ostéochondrose sur les juments qui étaient nourries, qui n'étaient pas complémentées. Alors, c'est pas le tout de dire il suffit de mettre la jument à l'herbe et c'est bon. La ressource en herbe, elle doit être suffisante, bien sûr. Et là, on parle au printemps. Donc, c'est une herbe qui doit être au moins supérieure à 4,5. Ça, c'est de la hauteur d'herbe mesurée à l'herbomètre. Et c'est surtout une herbe maintenue au stade feuillu en pâturage, parce que c'est là où elle est effectivement riche en énergie et en protéines. Donc ça ne va pas être le cas sur une période au mois de juillet, au mois d'août ou en période hivernale, bien sûr. La 5e thématique, c'est raisonner la vermifugation. Donc on sait que la vermifugation systématique chez l'adulte favorise l'apparition de résistance des parasites aux vermifuges. Et donc, sur les exploitations pilotes, on pratique donc une coproscopie qui va consister à mesurer le nombre d'œufs par gramme, c'est ce qu'on appelle OPG. Donc, c'est une analyse qui est réalisée dans un laboratoire. Et que selon le niveau parasitaire, on décide de vermifuger ou non. Donc, le principe établi là dans le protocole qu'on a utilisé, c'est qu'on pratique la coproscopie sur des animaux adultes, poulinières compris. La poulinière n'est pas une exception et le stade de gestation n'est pas une exception. Elle sera vermifugée comme les autres chevaux adultes dans le même protocole. Donc pour ces animaux adultes, une vermifugation systématique est préconisée donc à l'automne. Puis en fonction des coproscopies, donc là, nous, dans le programme, nous en avons effectué 3, une au printemps, une en été et une au début d'hiver. Et donc, le principe, c'est que lorsque le nombre d'œufs par gramme mesuré est supérieur à 500, on va pratiquer la vermifugation. Lorsqu'elle est entre 200 et 500, là, on parle de chevaux intermédiaires, de statut intermédiaire, pardon. Et donc, on pratiquera la vermifugation en fonction, finalement, de la conduite de l'exploitation. Et lorsqu'elle est inférieure à 200, on peut ne pas vermifuger. Dans tous les cas, on n'effectuera pas ce programme-là pour les jeunes, puisque les jeunes seront vermifugés systématiquement, 3 à 4 fois selon la conduite intensive ou pas dans l'exploitation, à partir de l'âge de 2 mois d'âge.
puisque ce sont des animaux qui sont peu immunisés, donc une vermification assez fréquente est nécessaire. Et finalement, je vais conclure donc, sur la dernière pratique. Vous en avez 10, hein, j'en ai choisi que 6 ici, pour ne pas être trop long en fin de journée. Donc c'est pâturé au bon stade. Donc la valeur nutritionnelle du couvert végétal, que ce soit en énergie ou en protéines, est élevée au stade feuillu des graminées. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'alimentation de la jument allaitante. Et que maintenir un stade feuillu sur la prairie permet d'assurer une ressource alimentaire stable et homogène pour les chevaux à fort besoin. Donc là, on parle de poulinière, on parle de poulains en croissance. Donc l'idée, c'est de morceler la parcelle en 4 à 6 sous-parcelles et de faire tourner les animaux pour finalement maintenir un stade feuillu le plus longtemps possible dans la saison pour finalement avoir une ressource alimentaire riche en énergie et en protéines. Donc l'idée, c'est de pratiquer finalement un pâturage d'1 semaine et un repos de 3 semaines dans une parcelle qui va être divisée en sous-parcelles. Donc l'objectif, c'est aussi d'éviter le surpâturage, puisqu'on sait que le surpâturage inférieur à 5 cm, et le cheval, vous savez très bien comment il est capable d'aller gratter au plus près de la terre, eh ben, ça pénalise beaucoup la prairie et du coup, ça met bien plus longtemps à reposer, à se régénérer. Donc là, je vous ai juste donné un petit exemple. Donc là, on pourrait être sur un chargement de 2 poulinières suitées sur 1 hectare, mais cet hectare-là est divisé en 5 sous-parcelles et les 2 juments suitées tournent sur les 5 sous-parcelles. Donc voilà, donc là je vous ai juste montré 6 thématiques, vous en avez 10 qui sont proposées. Donc vous pouvez retrouver donc, toutes les informations sur la newsletter que nous publions. Donc nous avons publié 7 mensuels l'année dernière. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez donc vous abonner à la newsletter sur le site équipature@ifce.fr. Vous avez le petit guide en question dans vos mains. Il y a aussi un petit dépliant que vous avez, je pense qu'il vous a été distribué aussi, sur la vermification raisonnée. Et puis, les prochaines étapes de diffusion de l'information, c'est la journée d'information référence et puis les portes ouvertes. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Thomas qui va nous présenter donc son exploitation. Donc, Thomas de Corner va nous présenter l'élevage des parts, qui est une exploitation mixte. Et donc, l'idée, c'est qu'il présente les 2 techniques, donc l'utilisation de l'enrubanné et puis le compostage du fumier de cheval. Bonjour à tous. Alors oui, moi je vous présente rapidement ce qu'on fait. On est installé avec mon épouse à Saint-Pierre-Azif. Donc pour vous situer, c'est le nord Pays d'Auge, entre Deauville et Dozulé, puis le milieu à peu près. Et on a regroupé, moi j'étais installé en tant qu'agriculteur depuis 2002, mon épouse avec un centre équestre à Dozulé, on a regroupé les 2 structures en 2007. Et on a une superficie totale de à peu près 150 hectares que j'ai petit à petit passé complètement en herbe pour arriver aujourd'hui à 110 hectares de prairies permanentes et 40 hectares de prairies qui alternent un peu entre des mélanges de céréales et des prairies temporaires que je ressème régulièrement pour avoir le plus de rendement possible sur ces prairies-là. Donc on a un effectif mixte, donc avec un élevage de bovins en bio, avec en effectif total une petite centaine de bovins, et puis une activité d'élevage de chevaux de sport, avec de la prise en pension de poulinières, que ce soit en sport ou en trotteur, et des pensions de retraite et de loisirs, pour un effectif total de entre 65 et 70 chevaux. Donc ramené à l'UGB, on diminue un petit peu, les poulains et les veaux comptant un peu moins, donc c'est pour ça que vous avez les 76 et les 42 UGB. Donc voilà, l'objectif dans notre... avec la réflexion et puis les années passant, on s'est dit que l'objectif était de
valoriser de façon optimale ce qu'on avait autour de chez nous, et savoir ce qui poussait le mieux possible. C'était dans notre coin, c'est l'herbe. On est entouré de tous les grands haras, que ce soit le Quesnay, le Téné, etc. Et donc la culture qui pousse le mieux et qui est la plus adaptée chez nous, c'est l'herbe. Et donc on a décidé de l'optimiser au maximum. Donc pour ça, on est dans une politique de récolter des fourrages les plus performants possibles. Alors, c'est pas toujours facile de faire du très bon foin en Normandie. Donc, on a la chance de pouvoir faire, depuis maintenant quelques années, de pouvoir récolter du fourrage d'excellente qualité, pas aussi sec que du foin, mais par contre mis sous vide, sous plastique, qui s'appelle l'enrubané. Et là, on arrive à récolter un fourrage qui perd pas de valeur, qui est récolté au stade le meilleur au début de printemps, enfin au printemps, pas tout à fait au début, mais disons au mois de mai et début juin, avant que ça soit épié, avant que la plante perde de sa valeur. Donc ça c'est quand même un énorme atout qu'on peut avoir. Et pour combattre un peu quelques préjugés, nous on donne beaucoup aux chevaux et ça pose aucun problème. On sait qu'à chaque fois on nous pose la question, mais pourquoi vous donnez de l'enrubanage aux chevaux? Non, on n'a pas de souci à donner de l'enrubanage aux chevaux. Donc on a une production qui fait que augmenter, on diminue vraiment, et puis là on est arrivé à quasiment 100% d'herbe ou de prairies naturelles ou de prairies semées. Et on a à peu près, comme c'est indiqué, 277 tonnes de fourrage, dont 60 tonnes d'enrubané à peu près, pour nourrir tout ce monde-là. Donc on a un petit peu de céréales que je prépare aussi en mélange avec un sous-couvert, c'est-à-dire que je fais pousser un peu d'herbe sous la culture de céréales, et j'essaye en fonction des données climatiques de récolter ou la céréale en grains, ou si ça ne le permet pas, je récolte tout, je fauche la céréale complète et avec l'herbe dessous, et tout ça je l'enrubane aussi. Ça fait un aliment qui est très complet notamment pour les bovins. Donc, dans les conditions de récolte de l'enrubané, on est sur des systèmes où il faut sans arrêt adapter en fonction de la météo. Donc, on essaye de faire plusieurs catégories. De l'enrubané plutôt sec, voire très sec, à 70% de matière sèche. On est quasiment à du foin qu'on met sous plastique. Là, je garde ce fourrage-là pour les poulinières, les poulains sevrés et puis les chevaux au travail. C'est un aliment qui, au niveau de digestibilité, passe très très bien, et avec des chevaux qui peuvent arriver chez nous, pas habitués, etc., on n'a aucun souci d'acclimatation. Sur de l'enrubanage un petit peu plus humide, des chevaux qui ne sont pas trop habitués, il y a un petit temps d'adaptation de la flore intestinale pour que ça s'assimile bien. Avec l'enrubanage à 70%, 60-70%, on n'a pas de souci. Et puis donc après un enrubanage plus humide que j'ai fait sur des cultures de céréales en mélange, sur des prairies permanentes où on fait du foin, où on essaie de faire du foin tard, donc jusque quasiment à la Toussaint. Le foin c'est pas pensable, donc là on l'enrubane. Et là, on est sur des fourrages humides à 40% de matière sèche. Là, il est réservé aux bovins, celui-ci. Donc, après ça, Pauline a fait un petit calcul des coûts alimentaires. Bon, c'est sûr, moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Et puis, je l'ai pas encore complètement intégré comme ça a été fait là. C'est vrai qu'en passant d'une ration avec du foin et puis un complément en concentré, notamment sur les poulinières, on arrive à quasiment diminuer par 2 le coût de ration quand on met un pourcentage d'enrubané, comme vous voyez là, à 15 kg brut, et puis on a juste à ajuster un tout petit peu de concentré. C'est histoire de mettre quelque chose dans la gamelle. Chez nous, on a l'habitude, on rentre les juments tous les jours. Hein. Été comme hiver, elles sont rentrées au moins une partie de la journée ou de la nuit. Et donc, on leur met une petite gamelle. Ça permet de faire un tour des poulinières, des poulains, voir s'il n'y a pas de bobos, et puis de manier tout ce monde-là. Et donc, on fonctionne toujours comme ça. Donc, le litre de granulé, il est là juste pour que quand elles rentrent au box, elles aient un petit truc. Et puis après, elles ont de toute façon ou du foin ou de l'enrubané au box.
Donc voilà. Alors après ça, l'inconvénient qui est pas neutre hein, de l'enrubanage, c'est que ça a quand même un coût bien supérieur au foin. Le coût, il est lié à la manipulation supplémentaire qui est faite par l'entrepreneur de mettre la botte sous plastique et le coût du plastique forcément. Donc il est estimé à peu près 7 € supplémentaires. Donc ça amène une botte d'enrubané à autour de 10 €, 10,50 € par rapport à 3 €, 3,50 € pour le foin. Et puis après ça, il y a toujours la manipulation de cette boule là qui est sous vide. Hein, donc il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas percée, ni pendant la fabrication, ni pendant la manipulation pour le ranger, le stockage, etc. Dès qu'elle est percée, c'est comme un aliment sous vide. Hein, vous mettez de l'air dedans, ça se dégrade très vite. C'est quand même une précaution qui est pas négligeable pour ce type d'aliment. Les avantages, comme je vous en parlais tout à l'heure, la valeur alimentaire qui est forcément qui est plus maîtrisée, qui est plus stable, qui est supérieure à celle du foin parce qu'on l'a souvent récolté plus tôt et donc ça arrive d'avoir des très bons foins, hein, mais sur la moyenne de l'année et sous nos climats, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un bon enrubanage que de faire un bon foin. Donc nous, on est, voilà, alors on peut passer, Pauline, je te laisse gérer ça parce que on passe au compostage. Voilà, le compostage. Alors pour faire du bon foin, surtout en bio, donc nous on est vraiment en bio, on est très limité en fertilisation, en traitement des prairies, etc. Donc on a pour ressource qui est quasiment inépuisable dans notre structure, à savoir le fumier, que ce soit du fumier de bovin ou du fumier de chevaux. Le fumier des chevaux, c'est un problème pour toutes les grandes structures d'élevage qu'on a autour de chez nous. Enfin, comme partout, on ne sait jamais trop quoi faire du fumier de cheval, qui prend vite des volumes importants, qui est très sec. Et donc, nous, on a la solution de le mélanger au fumier de bovin et de le passer ensuite à la composteuse, donc, qui nous fait un compost mixte cheval-bovin qui nous donne satisfaction pour la fertilisation des prairies. Donc nous, on cure assez régulièrement les stabulations des chevaux, on fait des andins auxquels on accumule le fumier de cheval. Et tout ça, c'est retourné avec une machine, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça, une machine qui vient mouliner un peu tout voilà, elle est en bas là, de la diapo, mouline un peu tout ça pour faire un tas en petits débris qui s'épand très bien, qui se répartit très très bien sur le sol et on retrouve très peu de traces après. Passer un hiver avec ça et c'est au printemps, il y a quasiment plus de résidus, c'est assez important. Donc voilà, comme c'est indiqué, je fais un épandage à l'automne, donc j'en mets un petit peu plus sur les prairies de fauche. Sur les prairies de fauche, on exporte toute la matière de la prairie, donc il faut quand même lui en restituer un petit peu, sinon on l'appauvrit très vite. Donc c'est pour ça, d'où les écarts d'épandage. On est à 20 tonnes hectares sur des prairies de fauche et on est à 10-12 tonnes hectares sur des prairies de pâture. Alors avec un coût par an qui est pas énorme, hein, c'est une machine qui appartient à la CUMA du département et on s'inscrit sur un planning. La machine passe à peu près tous les 15 jours ou tous les mois chez nous sur un circuit qu'elle fait dans le département. Voilà, en sachant quand même que c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le compost parce que ça c'est quand même sur un compost comme on peut avoir nous, on est à 7 ou 8 unités d'azote par tonne de compost et réparti avec 20 tonnes. Alors c'est pas de l'azote coup de fouet comme on peut amener en azote chimique, mais c'est quand même un fertilisant qui, je pense, qui est largement suffisant pour faire pâturer les chevaux hein, et les bovins. Ça fait presque 10 ans qu'on est en bio et on n'a jamais eu le sentiment que les prairies manquaient de quelque chose. Au contraire, hein, moi je trouve qu'elles deviennent plus autonomes, la terre devient plus autonome et moi, j'ai récupéré récemment des parcelles notamment de culture conventionnelle en labour où j'ai semé de la prairie dessus en même temps que des prairies que j'ai depuis longtemps et avec le même système de machine, le même traitement de terre, le démarrage se fait beaucoup plus lentement sur les prairies
des terres récupérées récemment qui étaient en conventionnel, c'est des terres qui sont un peu fainéantes, elles attendent qu'on leur amène la sauce pour pousser. Les terres sur lesquelles on amène du fertilisant du type compost, elles prennent une autonomie avec une flore microbienne, etc., qui les rend bien plus autonomes et plus performantes sans avoir un besoin constant d'apporter de l'engrais. Voilà, pour conclure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, il faut faire quand même attention aux pratiques agricoles, quelle que soit la production. Nous, on est concerné et par la production de bovins et puis la production de chevaux. Donc, pour rester dans le thème de la production de chevaux, on est confronté, comme on l'a évoqué depuis tout à l'heure, aux coûts de production. On est dans l'impératif de rester dans une production de haute qualité, en faisant attention aux carences, en faisant attention à la croissance des chevaux, avec des chevaux qui doivent quand même rester précoces et malgré tout sains. Donc il faut gérer les effluents d'élevage, le fumier, et ça, c'est avec notre système, on arrive à incorporer tout ça et puis à gérer un peu toutes ces prairies et puis tous ces impératifs d'élevage, en gardant à l'esprit qu'il faut garder des prairies qui soient saines et productives. Hein. Ça, c'est l'objectif premier de notre structure. Et voilà, mais après ça, il ne faut pas oublier non plus, et ça sera ma conclusion, c'est qu'il faut, pour faire de l'herbe de qualité et pour avoir un système comme ça, ça demande un peu plus de travail et un peu plus de contraintes mécaniques et de temps et de disponibilité qu'un système où on achète du complément et puis où on met de l'engrais chimique quand on veut. C'est vrai qu'on est quand même dépendant de la météo et ça demande un travail supplémentaire de récolter des bons fourrages. Et de la technicité. Voilà. Merci à vous. Une question. Alors, il y en aura d'autres. La première. Une question pour les deux intervenants. Alors peut-être Pauline va répondre de manière plus scientifique et puis Thomas peut-être de manière plus pratique. On a parlé de pâturage mixte et puis bovin équin. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'on met les uns après les autres et dans quel ordre? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus déjà décrites au niveau scientifique et après en termes de pratique? Oui, je vais répondre. Après, en termes scientifiques. Donc, en termes de pratique, on n'a pas beaucoup de contraintes, à part qu'il faut faire attention à ce qu'on évite de mettre des jeunes poulains avec des jeunes bovins pour que l'énervement des deux ne fasse pas des étincelles. Mais après, des vieux chevaux, même avec des vaches, avec des petits veaux, ça ne pose pas de problème. Faire attention, moi je fais attention à pas faire véler des vaches avec des chevaux. On a eu quelques fois un petit souci des chevaux qui embêtaient des petits veaux à la naissance, mais sans plus. Et puis après, en termes d'ordre de passage, j'allais dire que c'est pas tellement important. On sait que les chevaux, ils aiment une herbe un peu plus courte, donc on se dirait on peut faire passer des bovins un peu avant les chevaux. Les bovins souillent un petit peu la prairie, donc les chevaux, quelquefois, ils n'aiment pas trop ça. Voilà, c'est à jongler en fonction surtout de la taille des troupeaux et de la taille des prairies. Quand il y a très grand, moi, j'ai quelques exemples à la maison où on a des grandes surfaces avec très peu de chevaux sur lesquels on fait passer des bovins. Les chevaux restent en place et les bovins vont et viennent sur ces parcelles-là sans problème. Sinon, on fait passer des petits lots l'un après l'autre. Mais non, en général, ça se passe bien. Et quand tout le monde a été habitué les uns avec les autres, ce qui est le cas chez nous, on n'a pas de souci du tout de problème de comportement et d'entente. Hein. Ça, c'est l'autre contrainte qui est pas négligeable, c'est la contrainte des clôtures. Les chevaux sont quand même assez faciles à contenir. Les bovins, il faut que les clôtures elles soient en bon état. Et Pauline? Alors, en termes plus scientifiques, en fait, effectivement, on va prôner le pâturage mixte pour effectivement casser les cycles des parasites, puisqu'on sait qu'on a peu de parasites communs, sauf un entre les bovins et les équins. Donc ça peut être intéressant. Et d'un point de vue plus expérimental, donc il y a une étude qui est en cours en ce moment à la station de Chambéret qui va comparer justement
le niveau d'infestation parasitaire, et la comparaison est à même chargement d'un troupeau mixte génisse-poulain avec, et de l'autre côté, que des poulains. Donc l'objectif, effectivement, c'est de comparer le comportement à l'herbe, donc des mesures sur finalement la gestion du pâturage et sur la pression parasitaire des parcelles. Mais pour l'instant, effectivement, à part dire sur le principe qu'effectivement on pense que c'est mieux, on n'a pas de valeur scientifique là aujourd'hui. Voilà, c'est des choses qui sont pratiquées. Donc nous, dans les exploitations pilotes, on en a un tiers qui pratique le pâturage mixte. Donc soit un copâturage comme Thomas le fait, mais ça peut être en pâturage alterné. Alors après, ça dépend aussi des objectifs. Là, soit il est éleveur bovin et donc il fait passer ses bovins et les chevaux suivent. Donc là, on a une structure, par exemple, en région Limousin, où il y a 4 juments de trait qui coûtent 0 centime à l'année, puisqu'en fait, elles sont derrière les bovins et elles sont zéro complémentation, pas de fourrage. Hein. Donc elles suivent les bovins. Donc voilà, donc ça c'est une possibilité. Et puis après, il y a l'inverse, c'est-à-dire un éleveur qui va avoir plutôt du pâturage avec des chevaux et avec des bovins qui vont plutôt, entre guillemets, nettoyer la pâture. Donc, Allô? Rien du reste du monde? on les a fatigués. Non, non, vous ne les avez pas fatigués, vous leur avez donné un petit ouvrage avec les actes, et j'en ai vu plusieurs qui le feuilletaient en vous écoutant en même temps, et qui est tout à fait complet et explicite. Et je pense, enfin moi, ça m'a fait mesurer que j'avais, à titre personnel, encore beaucoup de chemin à parcourir pour avoir une bonne utilisation de mes herbages, et je pense que je ne suis pas le seul dans la salle. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce qu'avec une précision étonnante à 5 minutes près, on peut considérer que l'heure est venue de conclure, Laurent? Alors, les remerciements, je crois qu'ils ont été faits en début de matinée. C'est toi qui conclus. Merci de me donner la parole. Donc en fait, on m'a demandé de faire une toute petite synthèse, rassurez-vous. Et donc j'ai donné encore un peu mes impressions, on va dire, autour de toute cette journée. Ce que Pascal nous a montré, c'est que l'élevage a connu quand même une certaine décroissance entre 2009 et 2015, mais que on se rassure, au moins pour le sport et les courses, 2016, l'élevage se redresse. Donc finalement, c'est bien le moment de maintenir tous nos efforts. Et Arnaud nous l'a redit en discussion derrière, c'est que les efforts d'aujourd'hui seront d'autant plus démultipliés au moment où les chevaux sont à vendre, puisque l'offre sera un petit peu plus rare. Donc voilà, le paysage est beau. Donc maintenir nos efforts, cette journée qui quand même globalement le fil conducteur, c'était la qualité. Je trouve que par plusieurs aspects, elle nous l'a bien montré. J'ai trouvé que le côté en première qualité, c'était finalement la fiabilité ou la transparence des informations que l'on donnait. Et pour ça, pour l'exemple, c'était sur l'IA profonde, où en fait, c'est simplement une veille bibliographique qui permet de dire à un collège d'experts de dire finalement non, messieurs les éleveurs, ne dépensez pas trop cette technique, hormis dans des cas assez particuliers comme les inséminations à une paillette. Donc au moins, je trouve que c'est vraiment un rôle de ces labels, c'est de donner un conseil fiable, validé, sur lesquels les gens peuvent tous retrouver, que ce soit les prestataires ou les clients. Et donc je trouve qu'il faut vraiment continuer dans ce style-là pour avancer. Un autre principe de qualité, c'est de bien caractériser ces produits en toute transparence. Et c'est l'exemple du cytomètre en flux. C'est que si on peut mieux
tester ou prévoir la fertilité d'un étalon que l'on va mettre sur le marché, on va dire en première année de monte, ou quand c'est du sperme congelé à toute petite dose, ça permet quand même intéressant et ça rassure le client et c'est plus joli au moins sur le papier. Ce matin, j'aurais voulu aussi féliciter le travail des scientifiques là, sur la congélation des embryons. Et puis, je vais rassurer Monsieur Cadieux dans quelques années pour plutôt avec les ovocytes, donc la FIV, la fécondation in vitro ou l'ICSI, que c'est pas si fréquent que les scientifiques, une fois qu'ils ont fait leur technique, qu'ils l'ont mise dans des publications en anglais, en première valorisation de recherche, pour eux, normalement, ils ont fini leur travail. Et de refaire des manips pendant 2 ou 3 ans avant d'avoir une technique qui est suffisamment pas chère et qui aille jusqu'à la formation de tous les prestataires sur le terrain, eh ben, ça peut être salué parce que c'est pas aussi évident. Et puis, il y a comme ça que ça va quand même sur le terrain et que c'est utile. Mais on peut je pense qu'on peut les remercier. Nous avons sinon passé l'après-midi donc encore sur la qualité, mais moins sur les techniques de reproduction. Et donc, c'était tous sur les conseils donc aux éleveurs autour du bien-être, de l'amélioration du bien-être animal et autour de l'exploitation du cheval à l'herbe. Et derrière, sur l'expression de tous les labels qui existent aujourd'hui pour les éleveurs, hein, que ça soit EQRS pour le bien-être ou l'environnement, que ça soit le REX pour les services des centres de reproduction, ou que ça soit une approche sur la biosécurité. Donc, je trouve ça extrêmement pertinent pour finalement fédérer à la fois des scientifiques et les professionnels et se mettre d'accord sur ce qui est faisable ensemble et passer dans une amélioration continue et finalement de réassurer la clientèle. Donc ça, c'est très pertinent, mais on sent bien que s'il y a une préconisation à faire, c'est que maintenant, il faut qu'on les fédère, toutes ces actions de labels ensemble, parce que finalement... trop de labels vont tuer les labels. Il faut qu'on arrive à trouver un consensus et quelque chose où tout marche ensemble. Donc, je pense qu'on a un travail à faire là-dessus. Voilà un petit peu. Donc, je tiens à remercier quand même l'Université de Caen qui nous a invités là. Et c'est la première fois et je trouve qu'on était très bien. Donc, si l'université nous accueille à nouveau, sans doute qu'on recommencera. Et de remercier les conférenciers qui ont fait des efforts et tous les professionnels qui nous ont accompagnés dans les discussions. C'est vraiment, c'est assez riche. Et ça aussi, c'est un peu nouveau et on essaiera de recommencer. Alors maintenant, je vais recommencer les petits teasings qui ont été faits au cours de cette journée. C'est que si vous voulez avoir la suite sur les embryons congelés, vous venez à la journée de la recherche du 16 mars, ou vous la regardez ensuite sur EquiVOD. Si vous voulez en savoir plus sur finalement les autres élevages, comment s'est passée la conjoncture et un petit peu des visions d'élevage de sport dans le reste de l'Europe et d'organisation, vous venez à la journée référence le 28 mars, ou vous regardez ensuite sur EquiVOD. Sur le bien-être, pour en savoir plus, le 18 mai. Il y a une troisième solution. Oui. Et sinon, sur Équipature, vous avez les portes ouvertes chez Monsieur Thomas de Cornières. Donc, je crois que c'est au mois de mai. Voilà. Donc, maintenant, cette fois-ci, on va conclure. Donc, bon retour. Soyez prudents et... au 16 mars pour la prochaine.